on ne renforce pas, elle faiblit forcément. Je suis arrivé dans un contexte où ces trois pays-là ont annoncé leur départ. La période de préavis est en train de courir jusqu'en janvier. Le Premier ministre Ousmane Sonko, en recevant le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avait dit que le Sénégal, pour disposer de lui-même, est incompatible avec la présence durable des forces étrangères, en tout cas au Sénégal. Est-ce que cela veut dire que vous allez ordonner le retrait des troupes françaises du Sénégal? Si oui, quand est-ce que cela va se faire? Sinon, quelle forme de collaboration va-t-on avoir avec les militaires français? Merci, Monsieur le Président. J'espère que les questions ont été claires. Bon, il y en a certaines peut-être qu'on a dû sauter parce que les thématiques ont été dépassées, juste une ou deux. Mais si vous permettez, nous allons passer aux questions diplomatiques et aux relations africaines. Et on va commencer peut-être par Edouard, qui a une question avec les institutions de Bretton Woods. Oui, Monsieur le Président, on aimerait savoir les relations que le Sénégal entretient avec les institutions de Bretton Woods, que sont le FMI et la Banque mondiale. Dernièrement, le chef de mission du Fonds monétaire international ici au Sénégal avait dit à propos de l'eurobond émis par le Sénégal, les 450 milliards, que le Sénégal n'avait pas besoin de cet argent-là. Il a même parlé de surfinancement, que le Sénégal était suffisamment liquide pour pouvoir financer son économie. Que répondez-vous à cela? Et globalement, quelle est votre vision par rapport aux institutions de Bretton Woods? Moi, je pense que des pays comme les nôtres n'ont jamais assez de ressources. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les urgences sont partout. Et le principal défi reste le défi de la mobilisation des ressources, qui ne peuvent se faire qu'à travers la fiscalité intérieure et à travers les droits de porte, mais aussi à travers l'endettement. Évidemment, sur le plan de l'endettement, on n'a plus trop de marge. On est obligé encore d'y recourir, l'essentiel étant que nous travaillons à garder la signature du Sénégal crédible pour qu'à chaque fois que le recours au marché international ou sous-régional s'impose, qu'on puisse obtenir ce que nous voulons parce que nous le pouvons. Ces institutions-là restent des partenaires avec lesquels nous sommes en train de travailler, avec lesquels le Sénégal a travaillé pendant des décennies et des décennies. Les rapports que nous voulons avoir avec eux, c'est des rapports sincères et nous travaillons à ce que nous présentons soit quelque chose qui reflète véritablement la situation financière. Maintenant, je ne les considère pas comme des boucs émissaires, encore moins pour les autres partenaires avec lesquels nous sommes en relation. Il y a ce qui ressort de notre responsabilité. La gouvernance, la transparence, la reddition de comptes, on ne peut pas imputer ça au FMI. Je prends un exemple simple. En 2023, on a réformé l'OFNAC. Pourquoi? Parce que les partenaires avaient dit que si vous réformez, on va décaisser. Pourtant, la réforme allait dans le sens du renforcement des pouvoirs de l'OFNAC pour qu'il s'acquitte davantage et mieux de ses missions. Je considère que pour notre respectabilité, on n'a pas besoin de partenaires extérieurs qui nous fassent la pression pour que nous fassions des progrès sur le plan de la transparence et de la gouvernance, de la bonne gouvernance. Ça, c'est une question qui nous regarde d'abord, avant que des partenaires n'aient à nous dire il faut réformer pour qu'on puisse décaisser. Certaines conditionnalités heurtent notre conscience parce qu'on ne doit pas attendre qu'on nous les impose dans ce cadre-là. On doit les faire par nous-mêmes quand on considérera que c'est utile. Quand on considérera que ce que le FMI ou la Banque mondiale nous impose de faire ne va pas du tout dans le sens des intérêts du Sénégal ou du peuple sénégalais, en ce moment, on leur fera clairement savoir, par des arguments objectifs sur la table, que cette option-là n'est pas la meilleure option pour nous et que voilà l'option alternative que nous proposons. Et comme on l'a tout le temps fait en bonne intelligence avec eux, j'estime qu'ils comprendront et nous soutiendront dans cette démarche-là. Et quand le FMI dit que le Sénégal est suffisamment liquide pour financer son économie, est-ce que cela signifie aussi que vous avez hérité d'un pays où les finances publiques sont assainies? Non, pas du tout. Actuellement, on est en train de faire, comme nous impose la loi portant transparence dans la gestion
des finances publiques au Sénégal, à l'article 7, il nous impose, le nouveau gouvernement qui arrive doit faire l'audit des finances publiques. Et cet audit est soumis à la Cour des comptes qui valide les résultats ou fait les observations dont il faudra tenir compte. Tant que ce travail-là n'est pas encore fait, on ne peut pas, sur la base de préjugés ou de présomptions, être dans l'échange indirect, surtout pas par voie de presse interposée avec les partenaires. On attendra cet audit-là et la revue que le FMI est en train de faire, elle est en train de le faire en avançant, mais à un moment donné aussi, on continuera on viendra leur dire voilà ce que l'audit a montré. Monsieur le Président, il y a quelques jours, vos pairs de la CEDEAO vous ont désigné comme facilitateur dans les discussions entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO, dans un contexte très difficile. Est-ce que vous avez évalué vos chances de réussite dans cette médiation-là et comment vous allez travailler avec le président du Togo, avec qui vous allez travailler sur ce dossier-là, et éventuellement avec le président de la Guinée-Bissau, qui a offert également ses services dans ce cadre-là? Bon, moi, j'estime que la situation de la CEDEAO est sous nos yeux. On ne peut pas la nier. Aujourd'hui, la CEDEAO est en difficulté. Il faut le reconnaître. Parce que quand une organisation qui est bâtie avec des objectifs d'intégration économique et commerciale, toujours en tout cas plus poussés, quand on voit qu'il y a des pays qui cherchent à sortir de cette organisation, on ne peut pas dire que l'organisation se renforce. Et quand l'organisation ne renforce pas, elle faiblit forcément. Je suis arrivé dans un contexte où ces trois pays-là ont annoncé leur départ. La période de préavis est en train de courir jusqu'en janvier. Notre responsabilité en tant que contemporains qui devons administrer cette situation malheureuse, c'est de parler aux uns et aux autres. J'ai la chance ou la malchance de ne pas avoir été là quand ces sanctions-là étaient en train d'être prises et qui ont envenimé les rapports entre la CEDEAO et les États de l'Alliance du Sahel. Quand je suis arrivé, on me pointe de ces États-là, ne me regarde pas comme quelqu'un qui a été parmi ceux qui les ont sanctionnés. Donc ils ont une facilité à me parler plus qu'ils ne peuvent en avoir pour les autres. C'est un atout qu'il faut mettre au service de la communauté. Quand je dis communauté, je parle de tous les pays. Et de travailler à ce que la réconciliation renforce l'objectif d'intégration. Je n'ai pas attendu d'aller à la CEDEAO. Dans le cadre des visites que j'ai entreprises pour raffermir les relations du Sénégal avec ses voisins. D'abord, avec qui nous partageons la même frontière, avec qui nous adressons des défis communs qui sont très prégnants, notamment le Mali. Mais je suis allé dans ce sens-là pour le renforcement de la coopération bilatérale, mais j'en ai profité pour leur dire ce que je pense de leur projet de mise en place d'une confédération. D'abord, je respecte leur souveraineté et leur choix, mais j'ai essayé d'attirer l'attention de mes homologues de ces pays-là qui traversent une situation que l'on connaît et à laquelle nous sommes très solidaires, ainsi qu'avec leur peuple, pour essayer de les faire revenir autour de la table des négociations. Parce que ce qui n'est pas bien quand il y a conflit, c'est qu'il n'y ait pas de plage pour se parler. À ce que je sache, aucun pays n'est allé bombarder aucun autre pays. Les États-Unis, en 1945, ont fait ce qu'ils ont fait à Nagasaki et à Hiroshima. Est-ce que pour autant ils ne se sont pas parlé? Si. Donc on ne peut pas accepter une situation de fait où il est impossible qu'un dialogue puisse avoir entre les États de l'Alliance du Sahel et la CEDEAO. Cela n'a rien à voir avec la mise en place de leur confédération. Mais même s'ils décident de sortir de la CEDEAO, comme l'Angleterre a eu à le faire dans le cadre du Brexit, il faut bien que cette situation-là soit administrée. Même s'ils décident qu'ils ne reviendront plus jamais dans la CEDEAO, il faut bien qu'on discute de comment ils vont partir, qu'est-ce qu'ils avaient dans la CEDEAO qu'ils ne pourront plus avoir, et qu'est-ce qu'ils vont avoir dans le cadre de la coopération bilatérale, est-ce que. Donc il y a énormément de questions à faire, à discuter.
L'autre chose, c'est que même s'ils ne sont plus dans la CEDEAO, cela n'empêche que nous adressons aujourd'hui des défis communs, notamment le terrorisme, les trafics illicites, qu'il s'agisse de substances illicites ou d'êtres humains, ou d'autres défis que nous avons en commun. Mais ces défis-là doivent être pris en charge au sein de la CEDEAO, et dans toute la mesure où on pourra leur en faire bénéficier, même s'ils ne sont pas dans la CEDEAO, qu'on trouve les plages de discussion et de convergence. Je ne me fais pas d'illusions, j'y vais avec beaucoup d'humilité. Je vais faire en compagnie de mes pairs et sous la supervision de la CEDEAO ce que je crois devoir faire, à savoir dialoguer, discuter, travailler à réconcilier les positions. La décision qui sera prise par les États de l'Alliance du Sahel est une décision que l'on respectera parce que c'est des États qui sont souverains. Mais j'estime que quelle que soit la décision, les États du Sahel ainsi que l'Alliance des États du Sahel ainsi que la CEDEAO doivent discuter parce qu'il y a beaucoup de défis qui intéressent à la fois les États membres de l'Alliance du Sahel que les États de la CEDEAO. Maintenant, dans le cadre de la démarche, évidemment, j'ai été mandaté au même titre que le président Faure. J'ai prévu de lui rendre visite dans le cadre de mes tournées. Je n'avais pas encore pu, mais je lui avais parlé au téléphone, comme les autres présidents à qui je n'ai pas encore rendu visite. Et sur place, on définira les voies et moyens pour adresser la question au moins et trouver au moins une plage de discussion. Entre-temps, j'ai pu convaincre le professeur Abdoulaye Bathily d'en faire un envoyé spécial, pas que pour moi-même, je veux dire pas que pour cette mission de médiation dans laquelle la CEDEAO m'a impliqué, mais dans d'autres missions pour lesquelles je peux avoir besoin de son expérience, de son vécu, de sa respectabilité, de sa stature internationale. Et je sais que c'est quelqu'un qui, avant même d'en faire un envoyé spécial, j'ai dû d'ailleurs lui tordre la main pour qu'il accepte d'en être un, m'a régulièrement conseillé par rapport aux prises de position. Vous savez, le Sénégal a quand même de grands hommes qui aiment fondamentalement ce pays, qui se sont beaucoup sacrifiés, à qui je rends hommage d'ailleurs, les connus comme les moins connus, et qui sont encore là ou d'autres qui sont disparus. Et je pense qu'en reposant sur eux, on peut véritablement bâtir des consensus forts au niveau national, dans la sous-région, mais aussi au niveau international. Monsieur le Président, le Premier ministre Ousmane Sonko, en recevant le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avait dit que le Sénégal, pour disposer de lui-même, est incompatible avec la présence durable des forces étrangères, en tout cas au Sénégal. Est-ce que cela veut dire que vous allez ordonner le retrait des troupes françaises du Sénégal? Si oui, quand est-ce que cela va se faire? Sinon, quelle forme de collaboration va-t-on avoir avec les militaires français? Non, je ne peux pas dire quand ça va se faire à telle date, parce que même les modifications qui interviennent dans les relations entre pays doivent être, de mon point de vue, discutées en toute sérénité, en toute amicalité, en toute amitié. Je ne pense pas qu'on ait besoin aujourd'hui, quel que soit le partenaire, d'avoir des ruptures brutales. Parce que les relations entre les États sont faites de ruptures, de réconciliation, de rappel d'ambassadeurs, de retour d'ambassadeurs, etc., etc. Je ne veux pas d'ailleurs qu'on fasse juste le focus sur la France, la Russie, la Chine ou quelques autres pays. Ce à quoi nous travaillons aujourd'hui avec les hauts officiers militaires ainsi que certains membres du gouvernement, c'est d'avoir deux choses. Une loi sur la défense et la sécurité nationale. Le contexte a beaucoup évolué. Nous avons des défis à adresser sur le plan international et une doctrine à définir par rapport à la coopération militaire de façon générale. Mais tout le monde sait que nous sommes des souverainistes et dans la conquête de ces souverainetés, je ne dirais pas de la souveraineté, parce que c'est une souveraineté économique, alimentaire, pharmaceutique, numérique, militaire et tout ce qu'on veut. Dans la conquête de cette souveraineté-là, il n'y a rien qu'on ménagera comme effort pour atteindre cette souveraineté-là. Lors de mon séjour à Paris, j'ai pu aborder certaines questions avec le président français. Évidemment, cette question-là était à l'ordre du jour.
Mais il se trouve que depuis quelques années, on a institué un séminaire intergouvernemental entre la France et le Sénégal. Les deux parties sont en train de travailler sur tous les accords qui nous lient, qu'il s'agisse des accords militaires, des conventions fiscales ou d'autres accords ou projets sur lesquels nous coopérons. Et quand cette commission-là viendra, nous travaillerons à identifier ce qui doit évoluer, ce qui doit être renforcé, ce qui doit être délaissé. Et cette doctrine-là sur la coopération militaire, elle est définie pour nous, par nous. Et elle sera présentée à tous les autres partenaires qui ont des velléités, en tout cas de présence ou de collaboration avec nous. Et on travaillera dans chaque schéma à identifier là où se trouve l'intérêt du Sénégal. Et on le préservera de toutes nos forces. Monsieur le Président, Aram a parlé de la France, mais le constat est unanime. C'est le monde entier qui a les yeux rivés sur le Sénégal, disons sur l'Afrique. Et dans votre programme, vous avez beaucoup insisté sur le souverainisme. Alors, ce souverainisme, est-ce qu'il est compatible avec une dépendance vis-à-vis des puissances extérieures? Autrement dit, quel type de relation le Sénégal ou bien même l'Afrique doit entretenir avec toutes les autres puissances, que ce soit la Russie, les États-Unis, les pays asiatiques, entre autres? Je me suis engagé à faire de ce pays, en plus d'un pays stable, apaisé, ça c'est aussi sur le plan intérieur, mais je me suis engagé aussi à en faire un pays, un partenaire plus sûr et plus fiable. La conquête de la souveraineté, comme je l'ai dit, c'est plusieurs souverainetés. Tant qu'on sera dépendant dans un domaine ou dans un autre vis-à-vis d'autres personnes, on aura du mal à dérouler ce que nous voulons faire, qui soit conforme à nos aspirations, qui soit conforme au respect de nos croyances, des us et coutumes de notre société ou autre chose. Il faut que nous arrivions, en tout cas nous travaillons chaque jour à aller plus en avant dans ce sens-là, que nous arrivions à pouvoir faire tout pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Le partenariat que l'on propose aux autres, désormais, c'est un partenariat qui respecte notre souveraineté et qui est mutuellement bénéfique. Ce pays étant un pays ouvert à tous les partenariats, il n'y a pas de partenaire privilégié autre que celui qui va dans le sens d'avancer avec nous sur la voie que nous avons définie et que nous pensons être la meilleure pour le Sénégal et pour le peuple sénégalais. Ça, c'est opposable, j'allais dire, erga omnes. C'est pour ça que les questions qui transcendent les mandats et les individus qui incarnent les institutions à des moments donnés doivent faire l'objet de discussions et d'un consensus national fort. Et qu'une fois que ce consensus national fort est dégagé et qu'une doctrine où des règles sont établies, que les partenaires avec lesquels on travaille, qui ont été aux côtés de nous ou qui viennent d'arriver et qui veulent aller très loin avec nous, qu'ils comprennent que voilà le cadre dans lequel ce partenariat doit évoluer. Et je pense que les partenaires, en tout cas, à qui on les a présentés, parce que comme vous dites, les yeux ne sont, c'est pas que les yeux qui sont rivés, mais les pas sont dirigés vers le Sénégal. Je pense que vous voyez l'agenda, il y a encore beaucoup d'invitations à aller visiter, il y a beaucoup de personnes qui viennent venir. Et tous ceux qui viennent, en fait, on leur a présenté la situation, c'est que le Sénégal est un pays ouvert à tous les partenariats. Les partenariats que nous nouons aujourd'hui sont des partenariats qui sont mis au révélateur de deux choses. Il doit s'agir de partenariats mutuellement bénéfiques, il doit s'agir de partenariats qui respectent notre souveraineté et notre culture. Et sur ce rapport-là, je pense que nous pouvons collaborer avec tous les pays. Monsieur le Président, merci beaucoup de nous avoir accordé cette primeur, votre premier entretien avec la presse de façon générale et précisément la presse sénégalaise. Là, 6 organes ont été représentés. On sait que le paysage médiatique sénégalais est très très riche. J'espère que vous allez encore accorder d'autres entretiens à tour de rôle à nos autres confrères. Moi, il faut que les gens comprennent que j'ai une équipe qui fait un formidable travail. Je les félicite d'ailleurs pour tout ce qu'ils sont en train de faire, ce que vous voyez comme ce que vous ne voyez pas, dans le gouvernement comme dans le cabinet. Et même d'autres personnes qui sont dans l'ombre,
et dont les conseils sont extrêmement précieux parce qu'ils veulent du bien au Sénégal. Vous comprenez très bien que ce n'est pas moi qui ai dit que tel média vienne, que tel autre média vienne. De toute façon, quel que soit le média qui aurait été là, j'allais dire la même chose. Le directeur général de la RTS, il faut l'en féliciter, a mis le signal à la disposition de tout le monde. Soit le signal n'est pas accessible, on s'en plaint, soit c'est parce que moi-même je voulais être là-bas. Tout le monde ne pouvant pas être là, il faut bien qu'une sélection soit faite. Et sous ce rapport-là, je fais confiance à mon équipe. Quand ils auront fini de faire leur choix et qu'ils me disent qu'on a choisi telle personne, je leur dis, ça, ce n'est pas des choses que je gère. Parce que si j'ai une équipe qui ne peut même pas choisir de façon objective des journalistes qui doivent m'interviewer, autant chercher d'autres. Mais objectivement, quand vous avez le groupe Sud, vous avez le groupe Walfadjri, vous avez le groupe de la RTS, vous avez le groupe Futur Média, et vous avez... Sans limite. Sans limite, quand je dis RTS, je pense à l'APS, au Soleil et à la RTS en tant que tel, et que le signal est mis à la disposition, véritablement, je pense qu'on a fait ce qu'on doit faire pour atteindre la cible avec laquelle on voulait entrer en relation, à savoir le Sénégal. Maintenant, cet exercice-là, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas un exercice de bilan. Franchement, 100 jours sur 1800 jours, on ne fait pas le bilan en 100 jours. Mais j'ai estimé qu'après 3 mois à la tête du pays, que les Sénégalais avaient besoin de nous entendre leur dire l'état des lieux, sommairement, et de leur dire le cap qu'on a pris dans les différents domaines, dans la mesure de ce qu'on pouvait dire, avec le timing, mais avec aussi le sceau du secret et des responsabilités. Cet exercice-là va se renouveler parce que la reddition de comptes, c'est aussi ça. C'est aller régulièrement vers le peuple qui nous a mandatés pour une durée et leur dire étape par étape où est-ce qu'on en est. C'est aussi en adressant certaines questions comme on l'a fait avec les assises de la justice et comme on le fera d'autres questions cruciales, appeler toutes les composantes du peuple à donner leur avis sur la trajectoire que le pays doit prendre dans tel domaine ou dans tel autre domaine. J'estime évidemment que les responsables de la communication, quand cet exercice-là se représentera, ne vont pas appeler les mêmes personnes. De toute façon, s'ils appellent les mêmes groupes, forcément, peut-être qu'un autre journaliste du groupe Walfadjri ou de GFM viendra. Pas Pierre ou Souleymane qui viendra ou Sohna Marem, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui... Aram plutôt. Donc, mais sur un autre rapport pour finir... Nous l'avons promis. Pour finir ce sera un exercice à tour de rôle. Non, non, je veux juste que mon équipe sache qu'elle n'a aucune pression à recevoir par rapport à ça. Parce qu'objectivement, les gens savent que choisir, c'est éliminer. Puisque cet exercice-là est le premier après 3 mois, peut-être que dans 3 mois ou 6 mois, cet exercice sera renouvelé. Avec moi ou avec d'autres membres du gouvernement. Ce que je peux assurer déjà, c'est un exercice de transparence, de reddition de comptes, de discussion avec le peuple auquel on va sacrifier régulièrement. Et évidemment, certains sont venus aujourd'hui, je pense que d'autres viendront. Si c'est les mêmes groupes, d'autres journalistes viendront. Si c'est d'autres groupes qui ont choisi, de nouveaux journalistes viendront. Mais on ne doit pas véritablement en faire une source de frustration. Et j'ai dû entendre des mots, je crois qu'il faut éviter entre confrères. On ne peut pas dire que ceux qui sont là, c'est des tocards. Ce n'est pas des tocards. C'est des gens qui représentent dignement la presse et qui font leur travail correctement, qui ont une certaine reconnaissance. Et je crois que nous sommes tous, après tout, des Sénégalais. On peut quand même y aller avec une certaine bienveillance. Bon, c'est des moments qui sont des moments heureux. Vous les aurez régulièrement avec nous. Parce que c'est dans cette collaboration-là qu'on veut aller avec vous. Vous donnez la primeur et la priorité parce que nous vous respectons. Parce que nous savons que vous êtes là pour le peuple sénégalais. Parce que nous savons que vous avez mené des combats pour que la démocratie soit ce qu'elle est. Et nous vous rendons un vibrant hommage. Et à travers vous, tous vos collègues, quel que soit ce qu'ils ont pu dire, ce qu'ils ont pu faire, nous avons fait des choix, il le fallait. La prochaine fois, d'autres choix seront faits. Mais je dis à mon équipe de ne pas subir de pression et d'y aller avec toute la sérénité qu'il faut.
Monsieur le Président, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu